L'affaire Jubilard qui revient avec ce nouvel élément important sur le plan judiciaire à 2 mois du procès de Cédric Jubilard qui doit avoir lieu dans le Tarn à Albi. La présidente des Assises du Tarn a donné tout simplement son feu vert pour que les gendarmes puissent entendre l'ex-compagne de Cédric Jubilard. Ce dernier lui aurait dit qu'il aurait tué Delphine et l'aurait même enterrée près de Cagnac-les-Mines. Avant d'en parler avec mes invités, nous allons dans le Tarn, justement, où l'on retrouve Clémence Reynard, l'envoyée spéciale de BFM TV. Oui, l'audition de Justine, le nom d'emprunt de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, aura lieu dans les prochains jours puisque la présidente de la cour d'assises du Tarn a demandé aux enquêteurs de procéder à son audition et de rendre un rapport avant le 31 juillet. Audition à la suite des révélations de Justine du 10 juillet. Elle avait alors rapporté des propos que lui aurait tenus Cédric Jubilard durant plusieurs parloirs depuis le début de l'année, depuis sa prison de Haute-Garonne. Je cite, « Il m'a dit avoir étranglé Delphine et a même imité sur moi le geste qu'il aurait fait pour la tuer ». Voilà ce qu'elle avait alors déclaré avant d'ajouter qu'il lui aurait également donné des indices sur le lieu où il aurait dissimulé la dépouille de sa femme. On rappelle que depuis l'arrestation de Cédric Jubilard en 2021, plusieurs personnes ont rapporté ces dernières années qu'il s'est confié sur le meurtre de son épouse. Mais 5 ans après la disparition de Delphine Jubilard, ses propos n'ont toujours pas permis de la retrouver. Et on en parle bien sûr avec nos invités, nos spécialistes en plateau. Je salue bien sûr ma consoeur Valentine Arama, journaliste police-justice pour le magazine Le Point et qui a écrit Delphine Jubilard, une disparition aux éditions du Rocher. Avec nous en plateau évidemment Mathias Tesson, journaliste police-justice à BFM TV. Perrine Rogier-Tubert, bonsoir. Bonsoir. Commandante de police spécialiste de l'identité judiciaire à la préfecture de police. Nous en parlerons également avec maître Randall Scherdorfer qui est en liaison avec nous depuis la bonne ville de Besançon où il exerce son métier d'avocat. Et puis nous serons en ligne avec Alexandre Martin, un des 3 avocats de Cédric Jubilard. Mathias Tesson, la justice va donc se donner les moyens d'enquêter, de vérifier cette piste avant le procès. Il y aura une audition simple à la gendarmerie, c'est ça? Oui, très probablement, et même certainement d'ailleurs, menée par les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse, qui ont donc là quelques jours pour auditionner cette jeune femme, dans le cadre d'une audition, bien sûr. Elle va donc être convoquée à la gendarmerie, des questions vont lui être posées, il va probablement lui être demandé de confirmer ce qu'elle a déjà dit en réalité, notamment à nos confrères du Parisien. Est-ce qu'elle maintient que Cédric Jubilard lui a bien fait la confession d'avoir étranglé sa compagne? Est-ce qu'elle maintient qu'il lui a bien donné une indication de localisation un petit peu imprécise sur l'endroit où le corps aurait été enterré? Est-ce qu'elle a d'autres déclarations peut-être spontanées à faire dans le cadre de cette audition? Une fois que cette audition sera terminée, un PV sera rédigé, un procès-verbal, qui sera versé au dossier. Après, la présidente de la cour d'assises du Tarn a le choix d'en rester là et d'aller au procès avec ce nouveau PV et de pouvoir donc en débattre avec toutes les parties, ou au contraire, parce qu'elle le jugera peut-être nécessaire, de procéder à de nouveaux actes d'investigation. On saura ça dans les tout prochains jours parce que la présidente... Une confrontation, par exemple, c'est possible? Ça peut être une éventualité, une hypothèse, en fonction de ce que cette jeune femme dira aux enquêteurs. On le saura assez vite parce qu'elle a fixé une deadline, un calendrier. La présidente de la cour d'assises du Tarn souhaite que le greffe du tribunal enregistre ce PV avant le 31 juillet prochain, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. On comprend donc qu'elle souhaite, à date, tenir le calendrier du procès fin septembre prochain. Le 22. Valentine, vous suivez cette affaire depuis le début. Cet acte-là, il était nécessaire, vu le contexte et les déclarations de cette ex-compagne? En effet, ces déclarations, elles ont de quoi interroger. Elles sont circonstanciées, elles correspondent à certains éléments du dossier, pas à tous, c'est important quand même de le souligner. Mais on pouvait difficilement rester en l'état sans auditionner cette jeune femme. C'est d'autant plus important que l'interview qu'elle a donnée ne pouvait évidemment pas être citée dans le cadre du procès. Là, il va y avoir un cadre légal, une audition qui va être menée par des gendarmes, avec un PV qui va être rédigé à l'issue de cette audition, et c'est ce qui va permettre ensuite de pouvoir en débattre devant la cour d'assises et de faire mentionner ce PV et ce témoignage. D'ailleurs, cette jeune femme pourra également être citée au procès. Pour l'instant, c'est pas le cas, elle fait pas partie de la liste de témoins qui sont cités, mais ça peut encore évoluer. Alors, l'avocat de l'ex-compagne justement de Cédric Jubilard était l'invité du 20h BFM ce soir. Voilà ce qu'il a dit à propos de l'audition de sa cliente.
Elle réagit en réalité comme on lit un livre, c'est-à-dire en silence. Silence qu'elle a souhaité garder depuis le début de ce dossier, non pas parce qu'elle pensait sa parole importante, mais parce qu'elle la savait déterminante pour le procès qui interviendra le 22 septembre prochain. Seule la sincérité de déclarations réelles et donc spontanées permettront de concourir à la manifestation de la vérité. Voilà pour la version de cette dame rapportée sur l'antenne de BFM TV tout à l'heure par son avocat. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec l'avocat, l'un des 3 avocats de Cédric Jubilard. Bonsoir Alexandre Martin. Cette audition, vous l'attendiez vous aussi? Bonsoir. Oui, il était évident que la présidente allait ordonner l'audition de cette dame. Je ne vois pas comment la cour d'assises et la présidente, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, allaient ne rien faire à la suite des déclarations de cette dame dans la presse. Qu'est-ce qu'elle peut apporter au dossier? Qu'est-ce que vous attendez de cet entretien, de cette audition? Écoutez, je ne vais pas commenter des éléments du dossier qui n'y sont pas encore. Cette dame a dit dans la presse qu'elle avait des choses à déclarer, qu'elle aurait recueilli les confidences de Cédric Jubilard. Nous attendons de voir ce qu'elle va déclarer devant les enquêteurs. Nous en prendrons connaissance et après nous commenterons, nous verrons si les réactions que nous aurons, peut-être les demandes d'actes que nous aurons à formuler également. Ça peut être un élément décisif dans ce dossier? Écoutez, je ne sais pas, c'est un élément supplémentaire. Il y a déjà d'autres personnes qui se sont targuées d'avoir reçu des confidences de Cédric Jubilard. Les précédents ont démontré que ces confidences ne correspondaient à aucune réalité. Des investigations ont été menées. On verra ce que cette dame a déclaré et on commentera ces déclarations lorsqu'elles seront transcrites sur un PV de procédure. Alors Alexandre Martin, vous ne bougez pas, vous restez avec nous en ligne depuis Toulouse. Valentine et Mathias, Maître Martin le disait à l'instant, c'est vrai que Cédric Jubilard, lorsqu'il est face aux enquêteurs, il parle peu, mais il parle beaucoup dans les parloirs ou à ses ex-détenus, ex-compagnons. En effet, il a eu une précédente ex-compagne qui par ailleurs avait été placée en garde à vue, elle aussi pour recel de cadavre, avec qui, dont, en tout cas, elle disait que Cédric Jubilard lui avait fait des confidences. C'est le cas aussi d'un ex-codétenu qui était à la prison, à la maison d'arrêt de Seyss où est incarcéré Cédric Jubilard. Tous deux avaient dit avoir reçu des confidences, des aveux sur la manière dont Cédric Jubilard aurait donné la mort à sa femme et où il aurait caché le corps. À la suite de ces déclarations, des vérifications avaient été menées. Elles étaient toutes restées vaines à l'époque. Est-ce qu'il s'agit, là encore, on avait parlé à l'époque peut-être de provocation. Cédric Jubilard avait dit qu'il n'avait jamais tenu de tels propos. Est-ce que c'est du même ordre aujourd'hui? La question se pose. Et ça, c'est pour la partie en détention, mais en réalité, dès que Delphine Jubilard disparaît en décembre 2020, Cédric Jubilard commence à faire des déclarations à des tiers, à des témoins, faire des confidences, même dans sa sphère familiale, auprès de sa propre sœur. Il dit qu'il a commis le crime parfait. Sa mère a aussi été destinataire de confidences. C'était avant la disparition de Delphine, où il disait déjà qu'il avait l'intention de la tuer. Il a fait aussi par ailleurs des confidences aux amis de Delphine Jubilard lors des fameuses battues recherches qui était organisé à Cagnac-les-Mines, où il s'amusait un petit peu de ses amis qui cherchaient leur copine. Et puis déjà, en 2021, c'est important de le rappeler, déjà auprès de cette compagne, Justine, déjà à l'époque, en 2021, ils avaient le début d'une relation, on va dire, alors qui était virtuelle cette fois-ci, mais déjà à l'époque, Cédric Jubilard lui avait fait des confidences sur le sort éventuel qui avait été réservé à sa compagne. Il avait dit, soit elle a été tuée et j'espère qu'elle n'a pas souffert, soit elle a peut-être pu disparaître volontairement. Donc on voit bien que quand même, au gré des mois, au fil des années, il a un peu fait varier ses déclarations qui sont parfois pas toujours très cohérentes les unes avec les autres. Alors on est en ligne également avec Maître Randall Schwerdorfer. Vous êtes avocat pénaliste, vous avez l'habitude de ce genre de dossier. Ça arrive souvent qu'au dernier moment, lorsqu'une instruction a été bloquée, verrouillée, que le procès approche, que quelqu'un comme ça sorte du bois et propose un commentaire sur une affaire et qu'on soit un petit peu obligé d'une certaine façon parfois de tout reprendre à zéro? Ou en tout cas intégrer ce témoignage, ce nouveau témoignage?
Alors, votre question, c'est est-ce que ça arrive souvent? La réponse est non. C'est assez exceptionnel. Ça arrive, je l'ai vu quelques fois, en général sur des procès très tendus, où les enjeux sont très importants et notamment où les faits sont contestés, et c'est le cas dans le dossier Jubilard. Ça reste quelque chose d'exceptionnel. Après, la mesure qui a été ordonnée est lisible, parfaitement compréhensible par la présidente de la Cour d'assises, parce que si elle ne l'avait pas ordonnée, ça aurait laissé effectivement beaucoup de questions en suspens. Donc c'est rare, mais cette décision est parfaitement opportune et parfaitement lisible. On va partir à Toulouse à nouveau, retrouver Alexandre Martin. Alexandre Martin, votre client, vous l'avez rencontré récemment. Vous avez pu discuter des derniers éléments de l'enquête et notamment de cette audition? Écoutez, je ne rentrerai pas évidemment dans le détail des conversations que nous avons avec notre client. Bien entendu, il est informé des nouveaux éléments, des choses qui se passent. Et encore une fois, nous avons demandé à la présidente également que les investigations soient menées. Éventuellement, s'il y a des recherches à faire au vu des déclarations de cette dame, eh bien, la défense ne s'est jamais opposée à la moindre investigation dans ce dossier. C'est-à-dire qu'en gros, si la présidente dit on peut aller vers une confrontation, si elle juge que le témoignage de cette dame est crédible, confrontation, vous dites oui, éventuellement investigation sur le terrain, vous dites oui aussi, c'est ça? Mais, encore une fois, moi, je ne sais pas ce que cette dame va déclarer. Peut-être demanderons-nous une confrontation, si cela nous paraît nécessaire pour faire respecter les droits de la défense. Si des éléments précis sont donnés, eh bien, il appartiendra à la justice de prendre ses responsabilités. Encore une fois, depuis le début, nous ne sommes opposés à aucune démarche qui convergerait vers la manifestation de la vérité. Il n'y a jamais eu d'opposition de la défense. Mathias Tesson. Oui, bonsoir, Maître Martin. Si vous considérez que c'est une bonne chose que cette jeune femme soit entendue par les enquêteurs, c'est que finalement, vous admettez à ce témoignage une forme de crédibilité. Une crédibilité qui n'irait pas dans le sens de la thèse qui est la vôtre et celle de la défense depuis le début de cette affaire. C'est pas ce que je vous dis. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis à un moment donné que cette dame parle dans la presse. C'est pas la première fois que l'on a des interventions dans ce dossier. On a déjà vu ce qu'il en advenait. Elle a parlé dans la presse. On ne pouvait pas aller à une audience en laissant planer ces déclarations. Les parties civiles ont demandé que cette dame soit entendue. Je ne vois pas comment la cour d'assises pouvait faire autrement. Voilà, c'est un élément sur lequel nous débattrons. D'ores et déjà, moi, je ne peux me fier pour l'instant qu'à ces déclarations médiatiques. Il y a nombre de points qui sont relevés par cette dame, qui sont en opposition complète avec la thèse soutenue par l'accusation, avec bon nombre d'éléments qui sont tenus comme étant des charges à l'encontre de monsieur Cédric Jubilard, qui n'existeraient plus dans la thèse de cette dame. Donc encore beaucoup de recul et nous aurons une analyse de sa déposition lorsqu'il y aura une vraie déposition. Voilà. Comment voulez-vous que la cour d'assises ne fasse rien? Je rejoins l'opinion de mon confrère. Il était évident que la présidente allait ordonner l'audition de cette personne. Maître Martin, sérieusement, c'est un caillou dans la chaussure de la défense ce soir de Cédric Jubilard? Et je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai rien en procédure. C'est des dépositions que nous étudierons quand elles seront formulées. C'est pas la première fois que des gens parlent. C'est pas la première fois que tout et son contraire est raconté dans ce dossier. Je crois. Effectivement, c'est rare de voir ça dans une procédure, mais je crois que tout ceci arrive parce qu'on a un dossier qui est vide, une accusation qui est fragile, donc on remplit un peu ce vide avec beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route au final. Valentine Arama. Oui, mais justement, je ne veux pas parler à la place de Maître Martin, évidemment, mais c'est vrai que ça peut aussi aller dans le sens de la défense qui, depuis, si je ne veux pas me tromper, mais qui depuis le début argue que ce dossier est vide de preuves, qu'il y a un vide sidéral. De dire aujourd'hui que toutes les investigations n'ont pas été menées et que c'est la preuve étant qu'il faut encore en mener après la clôture de l'instruction, quelque part, ça peut aussi aller dans le sens de la défense à l'audience, de dire que le dossier, il y a encore un doute qui subsiste. Maître Martin ? Oui, effectivement, je suis d'accord avec l'intervention de Madame Amara. Si ce dossier était carré, si l'accusation tenait une thèse
appuyé avec des preuves irréfutables. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir une déclaration qui arrive de manière inopinée, qui vient mettre en échec ce qui a été soutenu par l'accusation. C'est bien la démonstration que ce dossier est fragile, et c'est parce que ce dossier est fragile que l'on peut arriver à quelques semaines du procès à avoir une nouvelle déposition, une nouvelle thèse, un nouveau scénario qui ne correspond en rien à ce qui nous a été développé depuis plusieurs années. Mais ce qui a été soutenu par l'accusation, Maître Martin, c'est justement que Delphine Jubilard avait été tuée par son compagnon. Donc en quoi est-ce que ce dernier témoignage ne serait pas cohérent avec la version de l'accusation? Ça, je l'avais compris. Effectivement, j'avais bien compris que l'accusation développait la thèse selon laquelle Cédric Jubilard était coupable. Et même depuis le début, et même les juges d'instruction ont osé l'écrire au mépris des règles qui régissent leur fonction. C'est pas tellement de savoir si l'accusation accuse Cédric Jubilard, c'est l'accusation est incapable depuis le début, et ça continue, de nous présenter une thèse solide, un scénario étayé par des éléments de preuve. On nous assène des indices comme si on voulait en faire des preuves. Et aujourd'hui, on a un témoignage qui viendrait rajouter un autre scénario qui ne correspond pas en tout point à ce qui nous a été développé depuis le début. C'est la vacuité de ce dossier, la fragilité de ce dossier qui fait qu'aujourd'hui, on peut arriver à une telle situation qui est relativement inédite. Alors on en parle également en plateau avec Perrine Rogier-Thubert. Bonsoir, vous êtes une spécialiste, commandante de police. Est-ce que le terrain peut parler des mois, des années après une affaire? Parce qu'on l'a évoqué à l'instant, il y aura peut-être éventuellement de nouvelles investigations après ces auditions, oui. Une éventuelle confrontation. Est-ce que le terrain peut parler? Oui, le terrain pourra parler. Donc on verra si l'audition est charnière et entraînera de nouvelles investigations. C'est vrai que s'il y a de nouvelles investigations, de nouvelles fouilles... L'idée, en fait, c'est d'avoir quelque chose un peu de pragmatique et de factuel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a un personnage un peu ambivalent qui livre des informations, qui change un petit peu d'avis, enfin, en tout cas, depuis 4 ans et demi. Mais finalement, cette audition, elle va pouvoir peut-être également resserrer un petit peu l'étau et, en fait, conforter une opinion qui peut être faite sur la culpabilité de M. Jubilard. Alors après, moi, je donne mon avis en tant que spécialiste de la police scientifique. S'il y a de nouvelles investigations sur le terrain, avec des zones ciblées, oui, il est encore possible, 4 ans et demi après, de retrouver... Lorsqu'il dit que, par exemple, c'est à proximité de Cagnac-les-Mines, pas très loin d'Albi, s'il donne un point très, très précis, l'investigation, le travail d'enquêteur sur le terrain peut se faire? Alors, en partant du principe, évidemment, que... ce sont des propos véridiques. Donc, véridiques et cohérents. Véridiques, cohérents. Je pense aussi que lorsque la jeune femme va être auditionnée, on va contrôler la véracité de ses propos. Si elle est amenée à comparaître en cour d'assises, je pense qu'il y aura... Pour l'instant, c'est pas prévu, disait Alexandre Martin. Mais peut-être une expertise également, je ne sais pas, psychologique de la personne qui va tenir ses propos pour voir si tout ça est crédible. Et effectivement, un transport sur les lieux est possible avant la cour d'assises, avant le procès, et pendant le procès, il peut également y avoir un nouveau transport sur les lieux pour faire de nouvelles recherches. Il peut aussi ne pas y en avoir avant le procès, et on peut, la présidente peut exiger un transport de justice à l'occasion du procès. Tout à fait, à l'occasion du procès, il peut y avoir un nouveau transport pendant les débats, tout à fait. Est-ce que ça arrive souvent, les transports de justice, Valentine, Mathias? C'est assez peu fréquent. Ça arrive, mais c'est rare, et ce serait... Oui, ce serait assez fou que ça arrive pendant ce procès. En effet, ça fait quand même près de 5 ans que Cédric Jubilard, que Delphine Jubilard a disparu, 4 ans et demi que Cédric Jubilard est en détention provisoire. Mais après, sur ce point et sur le terrain, ce qui est important, c'est que s'il y a une localisation, même approximative, qui est donnée, quand elle dit aujourd'hui, cette jeune femme, que Cédric Jubilard lui a confié que c'était à proximité d'une zone agricole, d'une exploitation agricole, à 15 minutes ou 15 km de Cagnac, déjà, c'est des points pour les enquêteurs qui peuvent être vérifiés. Enfin, je veux dire, ils ont quand même une masse de données sur lesquelles ils ont travaillé pendant 4 ans, et il peut y avoir des vérifications qui sont menées, en effet, si cette personne venait à confirmer ses propos à l'occasion de cette audition. Maître Martin, vous êtes toujours en duplex avec nous depuis Toulouse. Ce transport de justice, maître, vous y seriez favorable avant le procès ou à l'occasion du procès?
Écoutez, pour l'instant, je ne vais pas commenter des éléments qui ne pourront tenir que sur la base éventuellement des dépositions de cette dame. Avant, pendant, c'est quand même assez extraordinaire qu'à 2 mois d'un procès, on soit encore en train de nous expliquer comment mener des investigations, peut-être des fouilles, que la justice fasse ce qu'elle a à faire, prenne ses responsabilités. La défense les prendra aussi pour que les choses soient faites correctement et que les droits de la défense puissent être respectés. Donc, pour l'instant, commençons par l'audition de cette personne. On verra ensuite ce qu'il y aura lieu de faire, ce que la défense aura lieu de demander. On verra bien. Pour l'instant, nous avançons au fur et à mesure dans un dossier, encore une fois, qui est mouvant tellement il est fragile. Et puis vous disiez il y a quelques minutes, Maître Martin, mouvant mais surtout vide. Vous confirmez que ce dossier arrive aux assises vide ? Mais je confirme que ce dossier est une accumulation d'indices que l'accusation veut présenter désormais comme des preuves de la culpabilité de Cédric Jubilard. Je confirme qu'on est incapable, du côté de l'accusation, de nous présenter un scénario, une thèse, à la fois sur le lieu, à la fois sur la manière. En tout cas, tous ces éléments sont contestés par la défense depuis le début. Et nous affirmons à nouveau, bien évidemment, que ce dossier est vide de preuves. Et c'est la démonstration est faite, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit on va peut-être investiguer sur la base des déclarations de cette personne qui nous dirait des choses, et encore une fois, je mets tout ça au conditionnel, qui sont contradictoires avec les éléments que l'on nous présentait comme étant acquis pour l'accusation. Vous nous rappelez, Mathias Tesson, quels sont les éléments justement à charge contre Cédric Jubilard ? Oui, à ceci près quand même qu'il y a des menaces de passage à l'acte préexistantes à la disparition de Delphine. Il y a un contexte de séparation où ce dernier n'acceptait justement pas la séparation. Il y a le fait que son portable soit éteint la nuit de la disparition alors qu'il avait l'habitude de le laisser allumé. Il y a ces bris de lunettes cassées à l'intérieur du domicile. Il y a le témoignage de ses voisins qui affirment avoir entendu des cris. Il y a le jeune enfant du couple qui explique avoir entendu une dispute le soir des faits. Voilà, il y a quand même un certain nombre d'éléments. Il n'y a pas de scène de crime, c'est vrai. Il n'y a pas de corps, c'est vrai. Mais il y a tout le comportement après aussi, tout le comportement après la disparition ou le lendemain de presque le lendemain de la disparition, Cédric Jubilard se met à parler de sa femme à l'imparfait. Il ne la cherche pas tellement. Il arrête de l'appeler d'ailleurs après le matin du 16 décembre quand le téléphone de Delphine Jubilard s'éteint. Il n'est pas dans ce qu'on appelle une démarche active de recherche ni d'inquiétude manifeste. Maître Schwerdorfer, vous êtes avocat pénaliste à Besançon. Vous suivez en général toutes ces affaires judiciaires. On vous voit fréquemment dans l'émission Affaires suivantes le week-end sur BFM TV. Cette affaire, c'est une affaire quand même relativement exceptionnelle. Elle arrive tout de même à l'audience avec pas d'aveu pour l'instant, sauf si les auditions font avancer la chose dans les prochains jours, les prochaines semaines, et pas de corps. C'est ça qui fait de cette affaire Jubilard une affaire un petit peu exceptionnelle. Ce sont toujours des affaires extrêmement dangereuses pour l'accusation. Je rejoins les observations de mon confrère Martin. Il y a des indices, mais le temps des indices est terminé. À la cour d'assises, c'est le temps des preuves. Et ce sont toujours des dossiers extrêmement délicats, ce qui explique aussi pourquoi on multiplie les investigations et pourquoi juste avant le procès encore, on va encore faire des investigations, des auditions, peut-être plus, parce que ce sont toujours des dossiers qui sont sur le fil du rasoir. Et je dirais que dans ces dossiers-là, tout est possible. Dans l'affaire Jubilard, tout est possible, on le sait, nous les professionnels qui regardons cette affaire. La condamnation est possible, l'acquittement est possible, et c'est un dossier qui reste très ouvert. Mathias. Bonsoir maître, vous qui avez défendu Jonathan Daval, que faudrait-il à Cédric Jubilard pour réussir éventuellement à passer aux aveux? On sait, on ne passe pas aux aveux si tant est qu'on soit coupable, bien sûr, comme cela. Est-ce que un procès de cette nature serait de nature justement à pouvoir permettre à Cédric Jubilard de se livrer davantage? Alors, d'abord, je ne sais pas si Cédric Jubilard est coupable ou pas, mais ce qui va être passionnant, c'est tout le temps du procès. Vous savez, un procès, tout peut se passer. C'est vivant, c'est très évolutif, chaque jour est différent. Il se passe énormément de choses dans un procès d'assises. Il y a aussi un côté très émotionnel. C'est très dur à vivre aussi pour l'accusé, pour les familles des victimes. Et vous avez des gens qui peuvent changer. J'ai vu des gens complètement évoluer dans un procès.
et parfois, effectivement, reconnaître leur culpabilité alors qu'ils l'avaient contestée depuis des années. J'ai vu aussi l'inverse, des gens l'avoir contestée depuis des années, la maintenir, être condamnés, être acquittés. Et c'est pour ça que je dis que là, on est sur un dossier qui va être très, très ouvert. Ce qui peut paraître comme des preuves paraissent pour tous les observateurs comme des indices qui sont discutables et qui seront discutés. Après, quelle sera l'issue du procès? Aujourd'hui, personne ne le sait. Vous étiez sur de nombreuses affaires, vous êtes observatrice de ce genre de dossier. Si jamais on demande un transport de justice ou des investigations pendant le procès, est-ce que la police, en l'occurrence là, les gendarmes, peuvent travailler très vite et apporter aux magistrats un résultat très rapide? Ce qui sera nécessaire pour une cour d'assises. Oui, je pense que si les investigations permettaient d'aboutir à une scène de crime ou à une scène de découverte du corps, il faudra faire des analyses scientifiques rapidement. Mais je pense que les résultats, des premiers résultats en tout cas, pourront être donnés le temps du procès, qui me semble-t-il effectivement commence le 22 septembre. Les analyses, tout à fait, seront. Il y aura des débuts d'analyse qui seront donnés pendant le procès, oui. L'idée étant de faire avancer les débats avant la clôture du procès. Il y a cette audition, donc attendue dans les prochains jours. L'instruction a été bouclée il y a quelque temps déjà. Ça veut dire que ces derniers temps, les enquêteurs ne travaillaient pas sur le terrain. Ah oui, le dossier d'instruction était complètement clôturé. Cédric Jubilard était renvoyé aux assises. Le dossier était ficelé. Et effectivement, le procès allait se dérouler comme cela, avec cette version-là du dossier d'instruction. C'est donc la raison pour laquelle il a fallu passer par un cadre procédural différent, celui du supplément d'information, pour permettre de réentendre quelqu'un. Juste une précision importante, c'est pas la première fois qu'il y a un supplément d'information dans ce dossier. Il y en avait déjà eu un il y a un an pour entendre, je crois, une médium qui disait avoir des visions concernant l'endroit où Delphine Jubilard pourrait se trouver. Un codétenu de Cédric Jubilard, ou la mère d'un codétenu, je ne sais plus, avait également été entendu, là encore, sur des confessions éventuelles que Cédric Jubilard lui aurait faites. Voilà, c'est une nouvelle péripétie dans ce dossier. Jusqu'à présent, on rappelle également, Valentine, que c'était les deux juges d'instruction qui étaient à la manœuvre. Et là, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, c'est la présidente de la cour d'assises. C'est elle qui a dit il faut auditionner. C'est aujourd'hui, étant donné que l'instruction est close, c'est elle qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut ordonner de nouveaux actes d'enquête. C'est ce qu'elle vient de faire avec ce supplément d'information. Et si tant est que cette audition devait impliquer d'autres actes d'enquête, une confrontation, des fouilles, eh bien, ce serait encore une fois à la présidente de la cour d'assises du Tarn d'ordonner ces nouveaux actes et de demander d'autres suppléments d'information. Et à l'époque, le premier supplément d'information n'avait rien donné du tout. Alors, nous sommes toujours en ligne avec Maître Alexandre Martin depuis Toulouse. Maître Martin, donc on l'entend, il risque d'y avoir une audition très prochainement. Il peut y avoir éventuellement une confrontation, un transport de justice. Dans ces conditions, Maître Alexandre Martin, est-ce qu'il faut reporter, décaler le procès pour donner un petit peu de souffle, d'énergie, de sérénité à la justice ? Écoutez, j'entends depuis quelques minutes, je ne peux pas intervenir, beaucoup de justice fiction. L'on va peut-être découvrir des choses, l'on va peut-être se transporter sur les lieux, l'on va peut-être mener des opérations de police scientifique. Regardez où on en est, quel désastre à 8 semaines d'un procès. Alors, je ne sais pas ce qui sera fait, je ne sais pas ce qu'il sera nécessaire de faire. Je ne sais pas si toutes ces investigations permettront de tenir le timing et ce procès au 22 septembre. J'en sais rien, c'est pas le but de la défense. La défense n'a rien à y gagner, contrairement aux rumeurs que j'ai pu entendre. Cédric Jubilard peut être maintenu en détention au-delà du 22 septembre. Voilà, regardez un peu ce spectacle. Et au final, on nous dit, les invités sur votre plateau vous disent, on est sur le fil de rasoir, tout peut arriver, mais enfin c'est très grave. À l'heure où on devrait avoir des certitudes, à l'heure où on devrait avoir des preuves, on est encore en train de spéculer, de savoir, tout peut arriver, il peut être condamné, il peut être innocenté. C'est dire si ce dossier, comme le dit la défense depuis 4 ans et demi, est vide de preuves. Maître Alexandre Martin, vous avez dit désastre judiciaire, c'est ça ?
Oui, on le dit depuis le début, c'est la chronique d'un désastre judiciaire annoncé et dans quelques semaines publiquement, parce que cette affaire est secrète depuis... elle est médiatique, elle est à la fois médiatique et à la fois secrète, puisque la justice toulousaine a estimé que toutes les audiences devaient se passer à huis clos. Nous allons avoir peut-être à partir du 22 septembre un procès public et vous verrez, je ne vais pas reprendre la liste des indices qui ont été énumérés tout à l'heure par monsieur Tesson, mais nous pouvons tous les contrecarrer, nous pouvons tous les discuter et nous l'avons fait dans le cadre de cette instruction. Et bon nombre encore d'affirmations sont assénées comme des vérités alors que les investigations ont démontré qu'elles ne tenaient pas la route. Eh bien, on verra ça à l'occasion de ce procès à Albi devant les Assises du Tarn qui débutera le 22 septembre prochain.